Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le mariage de ma fille. Pour la première fois depuis des années, il y avait du monde à la maison. Les gens s'amusaient, buvaient, dansaient dans le patio. Sauf ma femme et ma fille. Elles étaient tout le temps sur le qui-vive, sur leur garde, dès qu'un invité entrait dans la maison. No entres ahí. Il arrive que dans la vie, il ne nous reste plus que les souvenirs. Dans notre cas, ce ne sont rien d'autre que des cauchemars. À la fin de la guerre civile espagnole, nous étions nombreux à nous être cachés chez nous pour sauver notre peau. On nous appelait los topos, les taupes. La plupart des gens ignoraient tout de notre existence. Je m'appelle Manuel Cortés Quero. Je suis l'un de ceux qui ont vécu toute une vie dans l'ombre. En 1969, Manuel Leguiniche et moi étions tous les deux reporters pour une petite revue de Madrid. Un jour, à la rédaction, nous sommes tombés sur une dépêche qui annonçait que dans un village de la province de Malaga, à Mijas, le maire était réapparu après 30 ans de clandestinité. Cet homme s'appelait Manuel Cortés. Dans les jours qui ont suivi, d'autres comme lui sont à leur tour sortis de l'ombre. C'est alors que nous avons décidé d'écrire un livre. C'est justement l'un de ces hommes, Saturnino de Lucas, qui nous en a inspiré le titre. Il disait lui-même qu'il avait vécu la moitié de sa vie comme une taupe. La première question que nous nous sommes posée, c'était comment ces gens avaient-ils pu supporter de rester enfermés chez eux pendant 30 ans? Comment avaient-ils fait pour ne pas être découverts? Et la question la plus importante, est-ce que ça en a valu la peine? J'ai vécu dans ce village autrefois et j'ai entendu raconter des histoires à propos d'un homme, l'ancien maire, qui avait disparu. La plupart des gens croyaient qu'il se cachait à Malaga ou dans la Sierra, parmi les bandits. Ils étaient loin d'imaginer qu'en réalité, il vivait chez lui, en plein milieu du village. Manuel Cortés était un homme d'origine modeste, qui avait toujours été curieux de ce qui se passait autour de lui. Il était le cadet de 8 frères et sœurs. Son père est mort quand il avait 1 an et demi environ, et sa mère quand il n'avait que 5 mois. Les aînés ont alors décidé de partir pour le Brésil et de faire adopter mon grand-père et sa sœur. Ça s'est passé dans le village de Mijas, où à l'époque, on cultivait de l'alfa. C'était la terre qui nous nourrissait. C'était l'une des rares personnes de sa génération qui savait lire et écrire, ce qui était très important. La plupart des villageois de cette génération étaient pratiquement illettrés. C'était surtout sa personnalité qui le rendait attachant.
Il s'était battu depuis l'ancienne dictature, celle de Primo de Rivera, pour fonder un syndicat socialiste dans le village, l'UGT, et aussi créer une section du Parti socialiste. Et il luttait depuis très très longtemps. Son militantisme l'a tout de suite amené à être d'abord élu conseiller municipal de son village. Et comme il connaissait beaucoup de choses, les gens ont été très contents qu'il soit élu maire. À l'époque, j'étais coiffeur. J'avais bien quelques activités politiques, mais je n'avais jamais eu l'ambition d'être maire. Malheureusement, c'est cette nomination qui a entraîné ma perte. C'était le premier maire issu du peuple, avec les travailleurs, les paysans, les journaliers qui travaillaient aux champs. Il s'était opposé aux propriétaires et aux chefs politiques, qui n'ont évidemment pas apprécié. Ceux-ci voulaient continuer de tout contrôler comme autrefois. Et ça, ils n'ont jamais oublié. Dans les villages, les gens savaient à peine faire la distinction entre la gauche et la droite. La seule chose qu'ils connaissaient, c'était la peur. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra su propia patria. El gobierno de la República domina la situación y afirma que no tardará muchas horas en dar cuenta al país de estar normalizada la situación. Au début de la guerre, des centaines d'hommes mouraient quotidiennement sur les champs de bataille et beaucoup d'autres se sont fait fusiller à travers tout le pays. Les seules forces militaires espagnoles de l'époque, c'étaient celles qui avaient perpétré le coup d'État et qui s'étaient lancées à l'assaut des régions qui avaient refusé de s'y rallier, c'est-à-dire la majorité bien sûr. C'étaient les grandes villes, Madrid, Barcelone, Valence. Alors arrivés à Mijas, comme dans la majorité des villages de la province, les troupes ont constaté que les autorités, dans ce cas le maire, avaient fui. C'est ce qu'a fait Manuel Cortés. Il a suivi le chemin emprunté par la plupart des habitants qui avaient fui à Malaga et qui, de là, avaient pris la route pour Almería. À leur arrivée, les soldats ont donc trouvé des bâtiments officiels pratiquement vides. 24 heures avant l'entrée des troupes italiennes et espagnoles dans Malaga, Manuel, Juliana et leur fille ont fui aux petites heures du matin. Ils ont pris des chemins escarpés dans les montagnes autour de Mijas, avant de redescendre par l'autre versant sur Vega de Malaga. C'est là qu'ils ont décidé que Manuel devait continuer seul. Parce qu'ils risquaient de se faire prendre tous les trois. C'était très sage de sa part. Sa femme et sa fille n'étaient pas impliquées dans la politique. Il ne peut rien vous arriver. Vous pouvez rentrer en toute sécurité. Mais moi, je dois continuer. Parce que s'ils m'attrapent maintenant, c'est la prison. Ou alors ils me tueront. Sur les routes de Malaga à Almería marche une foule de gens qui cherchent refuge en zone républicaine. La nuit, on ne ressent que la peur, la fatigue et la faim. Surtout la peur. Un matin, nous avons vu des bateaux s'approcher dans la brume. Tout à coup, ils ont ouvert le feu sur nous. C'était terrible.
Devant tant d'horreur, je n'ai pas pu faire grand-chose. Désespéré, j'ai cherché un endroit où me réfugier. C'était un vrai massacre. Il y avait des dizaines de corps partout, des femmes et des enfants pour la plupart, qui n'avaient pas réussi à se sauver. Quand nous sommes rentrés à Miras, les soldats franquistes et la phalange contrôlaient le village. De nombreux amis et voisins portaient désormais la chemise bleue des phalangistes, uniquement pour avoir la vie sauve. J'étais morte de peur. Je me disais qu'à tout moment, je pouvais me faire arrêter parce que j'étais la femme du maire. Finalement, j'ai réussi à aller jusqu'à Valence, la capitale de la zone républicaine. C'est là que j'ai rejoint les tranchées. Il a passé les derniers mois de la guerre à l'hôpital. Après 6 mois au front, on vous déplaçait vers les lignes arrières. C'est là qu'il se trouvait à la fin de la guerre. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco. La guerre était finie. Il était temps de rentrer à la maison. Les autorités nous ont donné l'ordre de nous présenter dans les arènes de Valence pour qu'on prenne nos identités et qu'on nous renvoie à la maison. Certains ont menti par peur des représailles. Moi, ça faisait 2 ans que je n'avais pas vu ma femme et ma fille. Je ne savais même pas si elles étaient encore en vie. Et je n'avais ni papier ni argent. Le jour même, je suis monté dans le premier train en partance pour Malaga. Je rentrais la conscience tranquille, avec la certitude de n'avoir fait de mal à personne. Qu'est-ce que je risquais? Il savait qu'il n'avait jamais tué personne, jamais ordonné d'exécution. Il n'avait pas de sang sur les mains. Il pensait que ça suffirait. Bien sûr, il serait emprisonné pour 6 ou 7 ans, probablement, et ce serait fini, il serait libéré. Il n'a pas pensé plus loin. Il est arrivé à Malaga un soir de pluie et a décidé de rentrer directement à Miras, mais en prenant beaucoup de précautions. Bien avant d'arriver au village, il a arrêté et payé le taxi. Le taxi est reparti. Ensuite, Manuel a contourné le village en évitant le chemin principal. Il a sauté par-dessus le mur de la maison de son père, qui lui a ouvert la porte, et médusé, en voyant Manuel, il lui a dit « Je vais chercher ta femme ». Manuel.
Manuel m'a dit qu'il comptait se rendre aux autorités le lendemain matin. Il ne pouvait même pas imaginer les crimes qui avaient été commis en son absence. Le maire de Benalmádena, ceux de Fuengirola y Alurín, le maire de Coín, presque tous les maires de la province avaient été torturés et assassinés. Et lui, il était recherché depuis un moment déjà. Beaucoup avaient été exécutés, dénoncés par leurs propres amis et voisins. Le pays s'est alors divisé en deux clans, les vainqueurs et les vaincus. Les vaincus avaient honte pour deux bonnes raisons. Ils avaient perdu la guerre, ils étaient rouges. 100 000 personnes au moins ont été tuées par les franquistes pendant et après la guerre civile. Il s'en est suivi un sentiment de peur généralisée. Je savais que les notables voulaient ma peau, mais je n'aurais jamais pensé que mes voisins au village, dont certains que je considérais comme des amis, seraient capables de me dénoncer. Par précaution, j'ai fait disparaître toutes les photos de Manuel pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Mais en vain, puisqu'une voisine a transmis une photo de mon mari aux autorités. Elle l'a fait pour prouver qu'eux, ils n'étaient pas des rouges. Ça se passait comme ça au village. On ne pouvait faire confiance à personne. J'ai écouté Juliana et j'ai compris que je ne pouvais pas me rendre. Mon premier réflexe a été de fuir. Mais à cette époque, en Espagne, il y avait des contrôles partout. Tôt ou tard, ils finiraient par m'arrêter. J'ai donc décidé que le meilleur moyen de prouver mon innocence, c'était de rester là et d'attendre que les choses se calment. C'est alors que j'ai eu l'idée de me cacher. Je me suis souvenu que derrière l'un des murs de la maison de mon père, il y avait un garde-manger que nous avions muré. C'était une cavité très étroite, mais j'ai réussi à me faufiler dans cette cachette. L'essentiel, c'était de disparaître au plus vite. Dès le lendemain, j'étais emmuré vivant. La paix n'a pas succédé à la victoire. Le régime a continué de tuer. Des milliers d'Espagnols ont connu l'exil, la prison, la mort, les camps de travail, la pauvreté. L'Espagne était revenue au Moyen-Âge. Il est difficile aujourd'hui, et il sera toujours difficile, je pense, d'imaginer ce qui se passait dans la tête et dans le cœur de gens comme Manuel Cortés. Ils avaient beau se sentir en sécurité dans leur trou, ils avaient toujours l'angoisse de ne pas savoir quand tout cela allait finir. Quand allait-il sortir de là? Quand retrouverait-il sa femme et sa fille? Dans des moments pareils, toutes ces questions ont dû lui traverser l'esprit. Ces gens-là devaient évidemment appliquer des mesures de sécurité très strictes, comme on dit, s'ils voulaient rester en vie. La première mesure de sécurité, c'était de faire vœu de silence. Moins il y aurait de gens au courant de mon retour, plus je serais en sécurité. Je me suis caché même de ma propre fille. Juliana et elle continueraient à vivre chez nous, et moi je resterais caché chez mon père pour ne pas éveiller les soupçons. Pour survivre dans quelques mètres carrés, je me suis astreint à une discipline de fer. C'était le seul moyen de ne pas être découvert. J'ai dû apprendre à ne pas faire de bruit. Je ne pouvais ni tousser, ni bouger, surtout quand il y avait des invités. Impossible de tomber malade parce que je ne pouvais pas aller chez le médecin. C'est dans ce trou que j'allais devoir passer le plus clair de mon temps si je voulais rester en vie. Ce qui leur faisait vraiment peur, c'était les perquisitions. Ce n'était plus la même peur qu'avant. Ils avaient peur qu'on les retrouve lors de ces perquisitions. Cela renforçait leur inquiétude et leur peur.
Certains ont peut-être profité d'une particularité du mode de vie espagnol, toujours en cours dans certains pays, qui consiste à laisser les portes ouvertes. Les plus malins se seront dit, si je laisse ma porte ouverte, ceux qui passent devant verront que je n'ai rien à cacher. Les premiers mois, j'étais tranquille parce que les gardes civils fouillaient seulement la maison où vivait Juliana. Mais à beau jour, ils se sont mis à fouiller aussi la maison de mon père. J'étais terrorisé. Je me suis efforcé de ne pas faire le moindre bruit. Dinos dónde está tu hijo. No sé nada de mi hijo, Manuel. ¡Dinos la verdad! ¡Habla! No sé nada de mi hijo desde que se fue a la guerra. ¡No me engañes! Les gardes civils sont repartis en disant que tôt ou tard, ils finiraient par mettre la main sur moi. Pendant des années, j'ai fait le même cauchemar, encore et encore. Tantôt je me faisais prendre, tantôt je m'échappais. Mais je finissais toujours par me réveiller. Et aujourd'hui encore, c'est la peur qui me réveille, la même peur. C'était la famille qui souffrait le plus des arrestations ou de la décision de se cacher. Dans ces années-là, la plupart des femmes s'étaient mises à travailler. N'importe quel travail, pour s'en sortir. C'est pourquoi personne ne s'étonnait qu'une femme seule subvienne aux besoins de ses enfants sans son mari. À l'époque, c'était au mari de gérer la maison, de commander. Alors lui, il se sentait un peu inutile. Le jour où je me suis enfermé, je pensais que c'était pour quelques semaines. Les mois s'écoulaient et je ne pouvais toujours pas être avec ma fille, ma petite Maria. C'est terrible d'avoir sa fille si près et de ne pas pouvoir la toucher. Le temps passait, et chaque fois que je rentrais du travail, « Il faut que tu manges », je le trouvais de plus en plus triste et déprimé. « Maria, réveille-toi ma fille, viens avec maman, viens !» Un soir, j'ai emmené ma fille, je lui ai dit que nous allions voir son père. Pour Manuel, ça a été un grand soulagement. Après presque un an d'enfermement, il cessait enfin de se cacher de notre fille. Maria, elle, a eu très peur. J'ai été obligée de lui dire que si elle racontait notre secret à qui que ce soit, on nous jetterait en prison et on tuerait son père. Ça lui a valu beaucoup de problèmes. Ma grand-mère ne voulait pas qu'elle aille à l'école. La caserne de la garde civile était juste à côté de l'école. Et ça, pour la gamine, tous les jours, elle allait chercher le lait, le peu qu'il y avait. Elle passait devant la caserne et elle vomissait. Un jour, quelqu'un a dit que Manuel Cortés était vivant. Il n'était pas mort au front et qu'il errait dans la montagne en attendant le moment de rentrer à la maison. Un matin, Juliana était partie chercher des œufs dans les fermes aux alentours. À son retour, un jeune homme l'a accosté. « J'ai vu ton mari dans la montagne. Il m'a dit de te dire que tu devais lui envoyer de l'argent. » Juliana savait bien sûr que c'était du chantage. Elle est allée trouver Manuel dans sa cachette. Il lui a dit, et c'était très malin de sa part, « Va immédiatement à la Guardia Civile et dénonce cet homme. Ce soir, quand cet homme reviendra te demander de l'argent, il faut qu'un garde civil soit là, avec lui dans la maison,
Tu peux être sûr que personne ne pensera que je peux me cacher là. Nous avons cru que tout était rentré dans l'ordre. Mais la Guardia Civile est revenue me chercher à l'aube. Ils m'ont emmené à la caserne avec ma fille. L'homme qui avait essayé de m'escroquer avait accusé des paysans d'avoir vu mon mari. Ces pauvres types ne pouvaient pas savoir où se cachait Manuel, mais ils les ont interrogés les uns après les autres. Siempre andas por la sierra con tus trapicheos. Seguro que has visto a Cortés. Dime dónde está o te mato a palos. Ils nous ont obligés à rester et à regarder. C'est pour ça qu'ils m'avaient fait venir. Quand nous sommes sortis, un garde qui était un ami d'enfance est venu vers moi et il m'a dit qu'il valait mieux que mon mari ne revienne jamais, que c'était trop dangereux. Ils n'ont pas dû fermer l'œil cette nuit-là. C'était une expérience terrible. Elle aurait bien voulu sauver ces innocents, mais elle ne le pouvait pas. Elle n'allait tout de même pas trahir son mari. Ils ont connu l'angoisse, pas seulement eux, mais aussi leurs proches. Ça a dû être atroce. Pour beaucoup, on a continué de les chercher avec plus ou moins d'acharnement pendant des années. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Manuel n'avait pas tenté de s'échapper au moment de la Deuxième Guerre mondiale, juste après la guerre civile espagnole. Il ne pouvait pas. Il y avait des contrôles de police partout en Espagne. Le Portugal était à la botte de Salazar, qui avait soutenu Franco pendant la guerre civile. Les nazis occupaient la moitié nord de la France. Et le Maroc était placé sous protectorat espagnol. Enfin, il n'avait pas de papier. Il se serait vite fait prendre. Il ne pouvait pas s'échapper. Au bout de 4 ou 5 ans de clandestinité dans la maison de son père, Manuel s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à se cacher là. C'était invivable. Au départ, il pensait y passer 4 ou 5 mois seulement. C'est alors qu'ils ont décidé que la meilleure chose à faire pour qu'il soit dans un lieu plus sûr et plus confortable, c'était de déménager. Puisqu'il devait rester enfermé, au moins que ce soit dans de meilleures conditions. Manuel ne pouvait pas rester plus longtemps dans ce trou. Grâce à l'argent que j'avais pu mettre de côté avec la culture clandestine de l'Alpha, je me suis mise en quête d'une nouvelle maison. Une voisine m'en a montré une qui se trouvait à quelques mètres de celle où se cachait mon mari. J'ai cherché dans tous les recoins de la maison pour trouver une cachette possible. La question cruciale restait de savoir comment transférer Manuel dans cette maison. Elle se trouvait dans la même rue, à 250 mètres à peine de la maison de son père. La meilleure solution, c'était de déménager de nuit, mais en prenant le risque qu'un voisin nous voie. Il fallait trouver une solution. Elle a trouvé. Tu vas t'habiller en vieille femme. Tu sortiras à la nuit tombée. Cortés n'était pas homme à se déguiser, et encore moins en femme. Juliana a tout de même fini par le convaincre. C'est ainsi que, par une nuit pluvieuse, ils ont déménagé. La tension a dû être à son comble. D'ailleurs, ils me l'ont dit. Ils craignaient que quelqu'un ne repère ces deux femmes, dont une fausse. Bien entendu, ils prenaient des risques.
C'était la première fois que je mettais les pieds dehors depuis des années. J'étais dehors, mais c'était une sensation très étrange. C'était comme si je n'étais pas à ma place. J'étais si nerveuse que je ne savais pas si j'allais y arriver. Et tout à coup, comme un cadeau du ciel, il a commencé à pleuvoir. Sous la pluie, il était plus difficile de nous reconnaître, mais j'ai tout de même continué de marcher comme une petite vieille. J'avançais à petits pas en veillant à ne pas trébucher dans mes jupes. Mon père et ma fille nous attendaient dans la nouvelle maison qui se trouvait à quelques mètres. Ça a été les 2 minutes les plus longues de ma vie. Au moindre bruit venant d'une maison, nous restions paralysés. J'étais si angoissé que je ne savais plus si les bruits étaient réels ou dans ma tête. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'un voisin pouvait surgir à tout moment et nous serions découverts. Je n'ai pas hésité, je me suis redressé et je me suis mis à courir en direction de la maison. Après avoir vu la maison, Juliana a dit à Manuel qu'elle avait trouvé une cachette qui ferait l'affaire, sous l'escalier. C'était une maison de 2 étages, reliée par un énorme escalier, sous lequel on pouvait construire une pièce discrète, et même y mettre un matelas ou une chaise, quelques meubles. Ils ont attendu les fêtes de Pâques pour profiter du passage des processions devant la maison, pour monter rapidement un mur du sol jusqu'au sommet de l'escalier. La nouvelle cachette était plus grande et plus sûre que la précédente. On y pénétrait par une fausse dalle située dans le grenier. J'ai pu donner un coup de main à Juliana pour tresser l'alpha. J'étais toujours enfermé, mais au moins j'avais de quoi m'occuper tous les jours. Manuel pouvait se déplacer dans la maison et en plus il avait accès à tout le grenier. Mais le meilleur, c'est qu'après tant d'années, nous avons enfin pu dormir ensemble. Il me semble qu'au bout de 3 ou 4 ans dans la nouvelle maison, ils ont pu acheter une radio. Et dès ce moment, la radio a été le lien de Manuel avec le monde extérieur. J'espérais qu'une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, les Alliés, après avoir vaincu les nazis, viendraient aussi en Espagne pour renverser le régime de Franco. Las fuerzas armadas alemanas han sucumbido finalmente ante una aplastante superioridad. La radio l'a beaucoup aidé. En fait, plus les années passaient, moins il prenait de précautions. Ma grand-mère en faisait peut-être trop pour que personne ne le voie. Personne n'aurait pu soupçonner qu'il était là. Mais mon grand-père faisait de moins en moins attention. Regarder par la fenêtre, c'était plus ou moins ma seule distraction. Et puis j'aimais bien épier les gens qui venaient chez nous. Ma femme me houspillait toujours. Elle me disait que tôt ou tard, quelqu'un finirait par me voir. Il continuait à observer sans prendre aucune précaution. J'ai donc dû installer un rideau pour qu'il puisse voir sans être vu. Un de ces jours, quelqu'un va te voir. Malgré ça, nous nous disputions souvent à propos de ses imprudences. Manuel croyait maîtriser la situation. Mais ce n'était pas le cas.
Une amie de Maria était venue à la maison sans qu'il s'en aperçoive. Tout à coup, ils se sont trouvés face à face. Et bien sûr, ils ont tous deux été surpris. La petite fille ne savait pas qui il était. Juliana s'est tout de suite rendue chez le voisin pour expliquer que c'était son frère ou quelqu'un de sa famille qui était venu lui rendre visite. C'en est resté là. Ce qui est sûr, c'est qu'après cet incident, Manuel avait peur de se déplacer dans la maison. Il ne sortait pratiquement plus de sa cachette. Sans m'en rendre compte, une année s'était écoulée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Espagne était isolée sur le plan international. Les Alliés n'avaient pas la moindre intention d'intervenir contre Franco. Le monde avait changé, mais pour nous, tout était resté pareil. Il a fini par perdre tout espoir que les Alliés arrivent. Manuel Cortés a opté alors pour une solution de dernier recours, presque suicidaire. Apparemment, il avait un cousin qui faisait partie ou était très proche de la phalange. Il a décidé alors de se confier à lui, dans l'espoir d'échapper à sa prison. Je lui ai raconté mon histoire. Mon cousin a été très ému. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'il allait m'aider à fuir à l'étranger. Le lendemain, je lui ai expliqué mon plan. Il partirait de Malaga, quitterait l'Espagne pour le sud de la France. Ils avaient assez d'argent pour se payer le billet jusqu'en Argentine. Juliana, comme elle l'avait toujours dit, quitterait l'Espagne avec grand plaisir pour le rejoindre avec leur fille en Argentine. Le cousin lui a dit « Je connais un docker. C'est un de mes bons amis. » Bien sûr, il lui a dit qu'il fallait attendre le moment propice, compte tenu de la situation politique, et surtout le moment qui lui convienne, à lui et aux autres personnes impliquées. L'obtention des faux papiers et l'organisation de la fuite ont pris presque une année. Tout semblait se passer au mieux lorsqu'un jour, Juliana lui annonce la nouvelle. Un malheur était arrivé. L'homme a eu un accident. Une grue lui est tombée dessus. Il est mort. Le projet était définitivement enterré. C'était son dernier espoir. Le projet de fuite avait échoué et tous nos espoirs s'étaient envolés. Personne ne saurait que Manuel avait survécu. Personne ne saurait qu'il était innocent, ni à quel point il avait été puni. Au fil du temps, j'ai commencé à accepter l'idée de rester enfermé jusqu'à la fin de mes jours. Chaque jour était le même jour. Chaque nuit était la même nuit. Chaque année était la même année. À la mort de mon père, j'étais caché. Caché encore au mariage de ma fille. Caché même pour l'enterrement de ma première petite fille. Caché. Toujours caché. Pour Manuel, elle avait été un lien avec le monde extérieur. Sa mort a été une véritable tragédie. Et bien sûr, il n'a pas pu assister à l'enterrement. Ma sœur et moi, nous avions à peu près 1 an de différence. Elle a eu une leucémie. À l'époque, on n'a pas su ce qu'elle avait, seulement qu'elle n'avait pas assez de plaquettes. Ce jour-là, elles étaient parties pour recevoir une transfusion. Au retour, la petite était morte.
Quand ma mère est rentrée, elle l'a trouvé étendu dans l'escalier. Il pleurait comme un enfant. Je ne l'avais jamais vu comme ça. En dépit de tout ce qu'il avait traversé, il avait toujours tenu bon. Mais ce jour-là, il s'est écroulé. Il a pleuré toutes les larmes de son corps dans les bras de ma mère. J'imagine que pour la plupart d'entre eux, le plus dur a été de voir les gens mourir autour d'eux, les proches, sans qu'ils puissent rien faire, même pas les aider. Ils savaient bien que le dernier chapitre de ces tragédies en série était le leur. Il est facile de comprendre que pour ces hommes, au bout de 30 années passées dans la clandestinité, c'était comme s'ils basculaient dans le néant. Je suis persuadé qu'ils étaient nombreux à ne pas avoir pu supporter l'enfermement et à s'être suicidés. Physiquement, Manuel Cortés était bien vivant, mais moralement, il était déjà mort. De tus ojos embusteros que dicen mentira que jamás dicen verdad y no te da pena de que sufras la condena. Quieres verme preso y que no pueda escapar o dame la libertad. Ay, que igual que un pajarillo siento ganas de volar. Au début des années 60, grâce à un dur labeur, nous avons pu monter notre propre affaire de vannerie et un service de taxi. Avec nos économies, nous avons pu acheter une maison où nous avons construit une nouvelle cachette. Cette fois-ci, elle se trouvait derrière l'armoire. Là, Manuel avait plus d'espace. C'était la seule chose qui avait changé pour lui pendant toutes ces années. J'ai vécu la même chose que ma mère. Quand j'allais à l'école, elle me disait « Fais attention à ceci, fais attention à ça, s'ils attrapent ton grand-père. » Ils ont dû se cacher de leurs voisins, voire de leur famille, de leurs enfants et de leurs petits-enfants même. C'est comme s'ils n'existaient plus. Il ne restait plus qu'à mourir dans leur prison. Évidemment, il ne pouvait pas aller à l'hôpital de Malaga. Et d'ailleurs, comment aurait-il pu s'y rendre? Et puis si un médecin venait à la maison, que se passerait-il? Il n'était personne. Il n'existait pas. Son identité serait révélée et ce serait la fin de la clandestinité. Il a eu beaucoup de chance. Il n'est tombé gravement malade qu'une seule fois. Manuel avait très mal. Il était tout pâle. On aurait dit qu'il était à moitié mort. Comme nous ne pouvions pas aller chez le médecin, ma fille Maria a dû faire semblant d'être malade et imiter les douleurs de son père pour qu'on nous donne une ordonnance pour les médicaments. Nous avons réussi à tromper le médecin, mais chaque fois que le moindre symptôme apparaissait, nous étions pris de panique. Mais le pire était encore à venir. Un après-midi, Maria cuisinait dans le patio lorsque la poêle s'est embrasée. Le feu s'est propagé à la maison. Il était évidemment hors de question que Manuel sorte. Les voisins se sont précipités avec des seaux d'eau. Sans succès. Le feu, la fumée continuaient. Quelqu'un a eu la bonne idée d'abattre les poteaux qui reliaient l'avant-toit à la maison. C'est comme ça qu'on a réussi à éteindre le feu. Bien entendu, Maria s'est sentie coupable d'avoir failli tuer son père. Juliana était terrorisée à l'idée que Manuel aurait pu être découvert. Ça a été un coup dur.
Ce n'est pas tant pour lui-même qu'il était inquiet, mais pour Juliana et sa fille. Comment feront-elles pour le corps? Que pourraient-elles bien faire? Tout allait être découvert. Ce serait terrible pour elles. J'étais paniqué à l'idée qu'après être resté terré toute ma vie, ma femme et ma fille aient à souffrir de représailles. Je ne pouvais pas mourir enfermé, mais je ne pouvais pas sortir non plus. Il n'y avait apparemment pas de solution, jusqu'à ce qu'un jour... El Consejo de Ministros ha decidido una prescripción general y total de las responsabilidades penales que pudieran provenir de no importa qué hecho que tenga cualquier relación con la guerra civil. El preámbulo del decreto afirma que todas las consecuencias de la que fue un día una lucha fratricida resultan así inoperantes. C'était l'amnistie définitive. Dans son annonce à tout le pays, le ministre de l'Information, Fraga Iribarne, a dit qu'elle marquait la véritable fin de la guerre civile. En somme, pour Manuel, la guerre civile n'a pas duré 3 ans, mais bien 30 ans. Tous ne sont pas sortis pour autant. Mais ceux qui sont sortis l'ont fait avec une certaine méfiance. Cela a dû provoquer des conflits familiaux, surtout lorsque la femme disait « ne sors pas encore ». À mon avis, le problème a dû se poser aussi entre Juliana et Manuel. Elle n'était pas convaincue que toute cette histoire était vraiment finie. Je ne faisais pas confiance à cette amnistie. J'étais convaincue que c'était un piège. Ce n'était pas la première fois. Et ceux qui n'ont pas fini derrière les barreaux ont fini plus mal encore. La peur était profondément ancrée dans leur esprit. Rien ne pouvait changer cela, en particulier pour les épouses. Je crois que Juliana a demandé à son mari de faire preuve d'encore un peu de prudence avant de sortir. Elle n'était pas convaincue que c'était vrai. Le régime de Franco n'était pas très enthousiaste à l'idée de voir d'anciens socialistes sortir de l'ombre. Il préférait ignorer le passé, ou alors, s'il en parlait, c'était pour stigmatiser les mauvaises actions perpétrées par les républicains, les églises incendiées, etc. Il y a bien eu quelques journalistes et écrivains proches du régime pour les traiter d'idiots, les trouver ridicules, etc. Jamais ils n'ont reconnu que leur peur était justifiée. La presse internationale a largement couvert l'événement. Et en tant que journaliste, j'aurais fait pareil. C'était une vraie bonne histoire. En dépit de tout ce tapage autour de la mémoire historique, personne ne s'est souvenu des taupes qui étaient les véritables victimes de ce gâchis. Tous ceux que nous ne connaissons pas ont été attrapés et se sont fait tuer au fond de leur cachette. Car ça aussi, ça s'est passé. C'est la peur qui les a empêchés d'accéder au rang de héros, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas des victimes, au même titre que les autres. En tenant le coup, ils pouvaient gagner. Mais encore fallait-il être capable de supporter l'enfer pour s'en sortir. Nous avons décidé que je me présenterais aux autorités le lendemain matin à la première heure. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil en pensant à ces 30 années passées terrées dans l'ombre, mais surtout en pensant à ce qui allait se passer quand je sortirais libre. Nous étions tellement convaincus qu'il ne sortirait jamais, qu'il n'avait rien à se mettre. Il n'avait que de vieux vêtements d'avant la guerre. Il était toujours en sandales pour ne pas faire de bruit. Alors il ne supportait pas les chaussures.
Après des décennies de réclusion, le moment de sortir était enfin venu. Je savais que ce n'était pas une véritable amnistie qui m'attendait. C'est juste que 30 ans s'étaient écoulés depuis la fin de la guerre. C'était aussi simple que ça. Les crimes de guerre étaient prescrits, mais moi, on me considérerait toujours comme un criminel. Je n'avais pas droit à un jugement. Une fois dehors, la vie allait continuer, sous un régime qui, apparemment, ferait comme si rien ne s'était passé. Jusqu'à la dernière minute, Juliana a essayé de me convaincre de ne pas y aller. Elle était morte de peur. Moi aussi. Mais la peur nous avait déjà volé 30 années. 30 ans. Cuando acabé mi condena y me vi muy sola y perdida, ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo el único enterrado.